7 septembre 1939, à l'aube, sur les rives boueuses de la Narew près de Wisna, en Pologne orientale. Le soleil se levait à peine, peignant le ciel d'un gris laiteux strié de nuages bas, quand le grondement distant des moteurs se fit entendre. C'était un son sourd, comme le ronflement d'une bête endormie qui s'éveillait, vibrant à travers la terre humide. Le capitaine Władysław Raginis, commandant de la première compagnie du 72e régiment d'infanterie, se tenait accroupi derrière un rempart de sacs de sable improvisés. Ses bottes s'enfonçaient dans la boue collante, mélange de pluie récente et de la Narew gonflée qui léchait les berges. L'air était chargé d'une odeur âcre de terre remuée et de poudre non brûlée, avec ce silence tendu qui précède toujours la tempête. Autour de lui, ces hommes, à peine 700 âmes, pour la plupart des recrues fraîches sorties des casernes de Varsovie, ajustaient nerveusement leurs fusils Mauser WZ-35, ces armes polonaises solides, mais déjà vieillissantes, face à ce qui approchait. Le sergent Nowak, un vétéran trapu aux moustaches grisonnantes, crachait par terre pour chasser le goût métallique de la peur qui lui remontait dans la gorge. « Capitaine, les éclaireurs rapportent des colonnes blindées. Des Panzer II, au moins une division entière. Ils viennent de l'Est, par la route de Tikosine. » Sa voix était un murmure rauque, étouffé par le vent froid qui fouettait les roseaux. Ragini hocha la tête, ses yeux bleus plissés scrutant l'horizon brumeux. Il portait l'uniforme kaki de l'armée polonaise, taché de boue, avec le képi incliné qui ne masquait pas les cernes d'une nuit sans sommeil. À 32 ans, il avait étudié l'histoire militaire à l'académie, mais rien ne l'avait préparé à cela. L'invasion allemande, lancée 3 jours plus tôt, avait balayé les frontières comme une marée noire. La Pologne, prise en tenaille entre le Reich et l'Union soviétique, résistait encore, mais Wisna était un verrou stratégique sur la route de Varsovie. Un pont étroit, des bunkers en béton armé, l'ouvrage 112, comme on l'appelait, et ses quelques centaines d'hommes pour tenir la ligne. Préparer les mitrailleuses, les Vickers polonaises sur les flancs, et que les servants des canons Bofors soient prêts pour l'artillerie légère. Imaginez-vous là, blotti contre le sol froid, le cœur battant au rythme des premiers éclats de moteurs qui se rapprochent. Le radio-opérateur, un jeune lieutenant nommé Kostek, tournait frénétiquement les boutons de son appareil backlight, cherchant un signal. « Capitaine, ordre du haut commandement, tenir à tout prix. Pas de retraite, la 10e division d'infanterie arrive en renfort. Dans 2 jours. 2 jours, Ragini serra les dents. 2 jours pour affronter la 3e armée allemande, commandée par le général Heinz Guderian lui-même. Avec ses chars T-26 prêtés par les soviétiques, non, attendez, les Allemands roulaient sur des Panzerkampfwagen, leurs chenilles d'acier broyant les routes de gravier. Soudain, un sifflement perça l'air, suivi d'une explosion qui secoua la terre comme un poing géant. Une salve d'obus de 105 mm des batteries d'artillerie lourde allemandes s'abattit sur la berge opposée, soulevant des geysers de boue et d'eau. Les hommes se jetèrent à plat ventre, les cris étouffés fusant dans le chaos. « Couvrez-vous, les mortiers !» hurla Nowak, tandis qu'un éclat d'obus sifflait près de son oreille, arrachant un morceau de son casque. Raginis rampa jusqu'au bunker principal, un bloc de béton renforcé de barres d'acier, abritant 2 canons anti-chars WZ de 36 de 37 mm. Les servants, suant malgré le froid, chargeaient les projectiles perforants, leurs mains tremblantes glissant sur le métal huilé. De l'autre côté de la rivière, les silhouettes sombres des premiers véhicules allemands émergèrent de la brume, des sidecars BMW R12 avec des mitrailleuses MG-34 montées, suivis de camions Opel Blitz transportant des fantassins en Feldgros. Puis, le cliquetis infernal des chenilles, un Panzer II, son canon KVVK-30 pointé comme une lance. « Feu !» ordonna Raginis d'une voix calme, presque professorale, mais son pouls trahissait la tempête intérieure. Le canon de Bofors cracha une rafale de 40 mm, et l'obus frappa le char en pleine tourelle. Une explosion orange illumina la rive, envoyant des flammes lécher le ciel.
Les Allemands ripostèrent. Une mitrailleuse lourde balaya la position, forçant les Polonais à se terrer. Un soldat, un gamin de 19 ans nommé Piotr, fut touché à l'épaule. Son cri perçant couvrit le ronflement des moteurs pour un instant fugace. Les heures s'étirèrent en un balai mortel. Raginis coordonnait depuis le PC souterrain, une pièce étroite éclairée par une lampe à huile vacillante. Les cartes étalées montraient la ligne de front. Wisna n'était qu'un point minuscule sur la carte de l'Europe en feu, mais ici, c'était tout. Envoyez le message. Nous tenons. Pas un pas en arrière. Kostek tapa sur le clavier morse, le tic-tac résonnant comme un compte à rebours. Dehors, la pluie se mit à tomber, fine et insistante, transformant la boue en un piège glissant. Les Allemands lançaient des sondes, des patrouilles d'infanterie traversant la Narew en zodiaque gonflé, abattues par les fusils des Polonais embusqués dans les roseaux. Vers midi, le bombardement s'intensifia. Des Stuka Ju-87 piquèrent du ciel, leurs sirènes hurlantes semant la panique pure. Vous sentez ce frisson dans la nuque, ce vent chargé de kérosène et de mort? Un bunker latéral vola en éclats, ensevelissant 5 hommes sous les décombres. Raginis grimpa à la surface, ignorant les protestations de Novak. « Capitaine, c'est du suicide !» Mais il fallait voir, évaluer. À travers la fumée, il compta au moins 2 bataillons allemands, soutenus par une compagnie de chars. La première Panzer Division, l'élite de Guderian, pressait l'assaut. Un autre panzer avança, ses phares perçant la pluie comme des yeux jaunes. Le canon antichar tonna à nouveau, perçant la chenille du blindé. Il s'immobilisa, fumant, mais d'autres suivaient. Les pertes montaient vite. 10 morts, 20 blessés. Les infirmiers, avec leurs brassards rouges, traînaient les corps vers l'arrière, où un camion Ford polonais attendait pour évacuer les plus chanceux vers Białystok. Raginis, le visage barbouillé de suie, murmura une prière rapide. Pas pour lui, mais pour ces garçons qui n'avaient connu que la paix des fermes et des écoles. « Tenez la ligne », dit-il à son second, le lieutenant Stéphane, « pour la Pologne. » Le soir tombait, le ciel virant au pourpre sanglant, et les Allemands préparaient une nouvelle vague. Les moteurs grondaient plus fort, les ordres aboyaient en allemand portés par le vent. Combien de temps tiendrait-il? 18 heures? Plus? Le capitaine savait que Wisna n'était pas une victoire, mais un sacrifice. Et pourtant, dans ce chaos, une lueur, les renforts, peut-être, ou simplement le fait de résister. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Mais la nuit n'apportait aucun répit. Des lueurs d'explosion illuminaient sporadiquement la rive, et Raginis sentait que l'enfer ne faisait que commencer. La nuit du 7 septembre s'étirait comme une ombre interminable sur les rives de la Narew, enveloppant Wisna d'un manteau d'obscurité percé seulement par les éclats intermittents des fusées éclairantes. Le capitaine Władysław Raginis, le visage las et marqué par la suie, descendit dans le poste de commandement souterrain, une cavité étroite creusée dans le talus où l'air était lourd d'humidité et d'odeur de sueur rance. La lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs de terre renforcés, illuminant les cartes froissées et le télégraphe qui crépitait sporadiquement. Ces hommes, ceux qui restaient encore valides, se blottissaient dans les tranchées, leurs uniformes kaki trempés collant à la peau comme une seconde épiderme glacée. Le sergent Nowak, une balle éraflant son bras bandé à la va-vite, rechargeait un chargeur de Mauser VZ-35, ses doigts noueux luttant contre le froid qui raidissait ses articulations. « Capitaine, les Allemands ne dorment pas. J'entends leurs chiens d'assaut qui reniflent le long de la berge. » Raginis s'assit sur une caisse de munitions, frottant ses yeux pour chasser la fatigue qui lui voilait la vue. Dehors, le vent hurlait à travers les roseaux, portant les aboiements étouffés des bergers allemands et les murmures des patrouilles en reconnaissance. La première Panzer Division, avec ses chars Panzer II et III alignés en formation serrée, préparait l'assaut nocturne sous les ordres du colonel Hermann Brecht, un tacticien impitoyable connu pour ses avances fulgurantes. Les Polonais, avec leurs 700 âmes épuisées, n'avaient que les bunkers de l'ouvrage 112, ces fortins en béton armés,
équipés de mitrailleuses Maxim Dribezek 08 et de canons anti-chars de 37 mm pour se défendre. Augmenter les veilles, que les sections de flanc placent des mines Teller sur les approches, et prier pour que la pluie masque nos mouvements. Sa voix, ferme malgré l'épuisement, portait l'autorité d'un homme qui savait que chaque heure gagnée était un miracle. Imaginez-vous tapis dans cette tranchée boueuse, le cœur cognant contre vos côtes, tandis que le grondement des moteurs diesel allemands vibre à travers le sol comme un tremblement de terre lointain. Le lieutenant Kostek, le radio-opérateur, pianotait sur son appareil portatif, envoyant des messages codés au quartier général de Białystok. Position tenue, perte 15, demande munitions et renforts. La réponse ne vint qu'en grésillements sporadiques, promettant des livraisons aériennes qui semblaient aussi illusoires que les étoiles cachées par les nuages. Soudain, un éclat de lumière zébra le ciel. Une fusée éclairante allemande illumina la rive opposée, révélant des silhouettes en feldgros rampant vers la Narew. Des commandos d'assaut, armés de MP-38 et de grenades à manche, traversaient l'eau peu profonde sur des pontons improvisés faits de planches et de bidons vides. « Feu à volonté !» cria Raginis, surgissant du bunker avec son pistolet Vis-Beluzet 35 à la main. Les mitrailleuses Vickers polonaises, installées sur des affûts tripodes, crachèrent leurs rafales en un staccato furieux, fauchant la première vague comme du blé mûr. Des cris en allemand « Achtung, Feindfeuer !» se mêlèrent aux éclaboussures de l'eau et aux plocs des corps qui sombraient. Un groupe de fantassins allemands, soutenu par un Halftrack Setco KFZ 251 dont le canon monté balayait les berges, tenta de forcer le passage près du pont de Wisna. Le sergent Nowak, posté à une Vickers, visa le véhicule blindé. Ses balles ricochèrent sur l'acier rifté, mais un tir chanceux frappa le pneu avant, le faisant déraper dans la boue. « Prenez ça, sale boche !» grogna-t-il, tandis que ses hommes lançaient des grenades Z-33, explosant en gerbes d'eau et de métal. Les heures de la nuit se muèrent en un cauchemar fragmenté. Vers minuit, un assaut plus coordonné se déchaîna. 3 Panzer III, leurs tourelles pivotant avec un grincement métallique, avancèrent sous le couvert de l'artillerie lourde. Les obus de 150 mm des batteries Nebelwerfer, ces orgues de Staline hurlantes, pleuvaient sur les positions polonaises, transformant les bunkers en ruines fumantes. Un éclat toucha le lieutenant Stéphane, le second de Raginis, à la jambe. Il s'effondra en hurlant, le sang se mêlant à la pluie qui ruisselait dans les tranchées. Les infirmiers, des volontaires du service de santé, avec leurs sacs de gaz et de morphine, rampèrent sous le feu pour le traîner à l'abri. « Tenez bon, mon lieutenant !» murmura l'un d'eux, un paysan reconverti nommé Janek, en pansant la plaie avec des bandes improvisées. Raginis, ignorant les sirènes d'alarme qui résonnaient dans sa tête, grimpa sur un talus pour superviser le contre-feu. À travers la fumée âcre, il vit les chars allemands progresser. Le premier Panzer, son canon KVK 37 de 37 mm pointé, tira un obus perforant qui pulvérisa un bunker latéral, ensevelissant 4 servants sous des tonnes de béton. Les survivants ripostèrent avec les canons Bofors 40 mm, leurs projectiles traçants zébrant la nuit comme des comètes vengeresses. Un char s'immobilisa, sa chenille sectionnée par un tir précis du Zuevz 36. Les servants polonais, encouragés, acclamèrent malgré la peur qui les tordait les tripes. Mais les Allemands ne lâchaient pas. Des motos BMW avec sidecar armés de MG34 filaient le long de la berge, arrosant les positions de rafales nourries. Un jeune soldat, Piotr, celui qui avait été blessé plus tôt, rampa pour recharger une mitrailleuse, son épaule bandée, suintant de sang frais. « Pour la Pologne !» souffla-t-il, avant qu'une balle ne le fauche net. Au cœur de cette tourmente, Raginis orchestrait depuis un téléphone de campagne relié aux sections. Section droite, concentrée sur les fantassins. Gauche, attendez les blindés. Les erreurs humaines se payaient cher. Un servant de canon paniqué tira trop tôt, alertant les Allemands qui ripostèrent avec un tir d'obusier qui creusa un cratère près du PC.
Kostek, projeté au sol, sauta sur ses pieds pour relancer le télégraphe. Assaut repoussé. Pertes allemandes estimées, une compagnie. Nous avons besoin d'aide. Dehors, la pluie redoublait, noyant les cris et les gémissements dans un bourdonnement incessant. Les Polonais, affamés et gelés, mâchèrent des rations sèches de pain noir et de saucisses, leurs yeux rivés sur l'horizon où les phares allemands clignotaient comme des yeux malveillants. À l'aube naissante du 8 septembre, alors que le ciel pâlissait en un gris sale, un nouveau bombardement secoua la terre. Les Stuka Ju-87 revinrent, leurs hurlements stridents déchirant l'air, larguant des bombes de 500 kilos qui firent voler en éclats un ponton polonais. Raginis, le souffle court, comptait ses hommes, 30 morts, le double de blessés. Pourtant, la ligne tenait, bloquant la 3e armée de Guderian qui piétinait, frustrée, de l'autre côté de la Narew. Les renforts polonais étaient toujours à des heures de là, mais chaque minute arrachée était une victoire amère. Nowak, crachant un juron, rechargea sa Vickers. « Ils reviendront, capitaine, et cette fois, ils mettront tout dedans. » Raginis hocha la tête, sentant le poids du sacrifice peser sur ses épaules. La bataille n'était qu'à son 2e jour, et l'enfer, loin d'être dompté, menaçait de les engloutir pour de bon. Le soleil du 8 septembre 1939 se levait à contre-cœur sur Wisna, un disque pâle et voilé qui peinait à percer les nuages bas et chargé de pluie fine. L'air était saturé d'une humidité poisseuse, mélange de boue détrempée et de l'odeur âcre de la cordite qui imprégnait tout. Le capitaine Władysław Radzinis, accroupi dans le bunker principal de l'ouvrage 112, sentait ses muscles protester contre l'épuisement accumulé. Ses yeux, injectés de sang, balayaient les cartes usées où des croix rouges marquaient les positions perdues. Un bunker latéral effondré, une section de tranchée effacée par les obus. Autour de lui, les survivants, à peine 500 maintenant, après une nuit d'enfer, ajustaient leurs bandages improvisés et rechargeaient les chargeurs des Mauser Z-35, leurs visages creusés par la faim et la peur. Le sergent Nowak, son bras en écharpe, crachait un glavio sanglant dans la boue. « Capitaine, les Boches se regroupent. J'ai vu leur Half-Track CDKFZ 251 longer la rive, avec des sections de pionniers qui préparent des pontons plus solides. » Raginis se redressa, ignorant la douleur lancinante dans son dos, et grimpa l'échelle rouillée jusqu'à la tourelle d'observation. De là, à travers les fentes blindées, il aperçut le spectacle cauchemardesque de l'autre côté de la Narew, la première Panzer-division allemande, sous les ordres du général Heinz Guderian. Ils formaient une masse imposante. Des colonnes de Panzer III et IV, leurs chenilles d'acier luisant sous la pluie, s'alignaient en formation d'assaut, flanqués de camions Opel Blitz déchargeant des caisses de munitions. Les fantassins en Feldgrau, casques Stahlhelm inclinés, chargeaient leurs MP-40, tandis que les officiers aboyaient des ordres secs « Vorwärts, bereit zum Angriff ». L'artillerie lourde, des obusiers Krupp de 150 mm étaient déjà en position, leurs tubes pointés comme des accusations funestes. Wisna n'était plus qu'un obstacle, un caillou dans la chaussure de la Blitzkrieg, mais Radzinis savait que chaque heure de retard pouvait sauver Varsovie. Imaginez-vous là le métal froid du bunker contre votre joue, le cœur battant la chamade, tandis que le premier grondement d'une salve d'artillerie fait vibrer les murs. Kostek, le radio-opérateur, tournait les molettes de son appareil portatif, sa voix chevrotante couvrant le crépitement statique. « Capitaine, message du QG. Les renforts de la 10e division sont bloqués par les Floods près de Wamja. Tenez encore 24 heures. » 24 heures. Radzinis serra les poings, ses jointures blanchissant. Ces hommes, ces fermiers et ouvriers polonais n'avaient que des Vickers polonaises modifiées et des canons anti-chars bleu Z-36 pour contrer une armée entière. Préparez les charges démolitoires pour le pont. Si les pionniers allemands s'approchent, que ça saute. Nowak hocha la tête et rampa vers l'extérieur, ordonnant à une escouade de placer des mines anti-chars Z-34 le long des approches boueuses. Le bombardement commença sans avertissement, un tonnerre roulant qui secoua la terre comme un séisme.
Des obus de 105 mm des batteries divisionnaires allemandes s'abattirent en rafales précises, ciblant les bunkers avec une efficacité chirurgicale. Un éclat perfora le toit du poste de secours, tuant net 2 infirmiers et projetant des débris sanglants sur le sol. Les cris fusèrent « Alerte! Artillerie !» Les hommes se jetèrent dans les abris, leurs bottes glissant dans la gadoue qui montait jusqu'aux chevilles. Raginis, protégé par le béton armé, coordonnait par téléphone de campagne. Section centrale, concentrer le feu sur les pontons. Flanc, surveiller les guets. Dehors, les Stuka Ju-87 piquèrent à nouveau. Leurs sirènes Jéricho hurlant comme des banshees, larguant des bombes SD-50 qui creusèrent des cratères fumants près de la Nareu. L'eau bouillonna, soulevant des jets de vapeur et de terre. Les Allemands lancèrent l'assaut principal vers midi, une vague humaine et mécanique inexorable. Des Half-Track SD-KFZ 251, armés de mitrailleuses MG-34, poussèrent des pontons gonflés vers la rivière, escortés par des motos BMW R75 avec sidecar. Les pionniers, sapes en cuir et casques camouflés, assemblaient des tabliers de pont Bailey improvisés, ignorant les balles qui sifflaient autour d'eux. « Feu !» hurla Raginis depuis la tourelle, et les mitrailleuses Maxim VZ-08 des bunkers latéraux entrèrent en action. Leurs rafales rythmées fauchant les premiers traversiers. Des corps en felgro basculèrent dans l'eau rougie, leurs cris noyés par le claquement des armes. Un Panzer IV avança en tête, son canon KWK 40 de 75 mm tonnant. L'obus frappa un talus, envoyant une gerbe de boue sur les servants polonais. Mais le VZ-36 riposta. Un tir perforant traversa la chenille du char, l'immobilisant dans un crissement métallique. Les servants polonais encouragés lancèrent des hurrahs étouffés, mais la joie fut de courte durée. Au milieu du chaos, les erreurs humaines se multipliaient. Un jeune caporal, paniqué par le hurlement d'un Stuka, tira une rafale prématurée sur un half-track, alertant une section d'assaut allemande. 20 fantassins enjaillirent, armés de grenades à manche et de STG-44 prototypes, des armes d'avant-garde pour l'époque, et chargèrent un flanc faible. Nowak, posté à une Vickers, les arrosa de plomb. « Tirez, les gars! Pas un Boche de ce côté !» Ces balles couchèrent 5 d'entre eux, mais un éclat de grenade toucha un de ces hommes à la poitrine, le laissant agoniser dans la boue. Les infirmiers, avec leurs brassards de la Croix-Rouge polonaise, rampèrent sous le feu croisé pour le secourir, injectant de la morphine d'un flacon tremblant. « Respirez, mon frère !» murmura Yannick, le paysan volontaire, en pressant une compresse sur la plaie béante. Raginis, sentant la ligne pliée, ordonna un contre-attaque désespéré. Une escouade de 20 hommes, armés de fusils et de baïonnettes de Bleuzetz 92, sortit des tranchées pour harceler les pionniers allemands. Vous les imaginez, courbés sous la pluie battante, le souffle court, rampant à travers les roseaux pour lancer des grenades VZ-33 sur les pontons. L'un d'eux, un grand gaillard nommé Tomasz, planta une charge explosive sur un tablier flottant. L'explosion illumina la rive, envoyant des éclats de bois et de métal dans les airs. Les Allemands ripostèrent avec des Nebelwerfer, ces lance-roquettes multiples qui déversèrent un barrage de 150 km, transformant le gué en un enfer de flammes et de fumée. 3 Polonais ne revinrent pas, leurs corps carbonisés flottant inertes dans la Narew. Les heures s'écoulèrent en un tourbillon de feu et de sang. Vers 14 heures, un assaut blindé plus massif se déchaîna. 5 Panzer III, soutenus par une compagnie d'infanterie motorisée, forcèrent le passage près du pont principal. Le canon Bofors, 40 mm des Polonais, cracha ses obus traçants, enflammant un char dont la tourelle sauta dans une boule de feu orange. Mais les autres progressèrent, leurs phares perçant la brume comme des lames. Kostek, depuis le PC, envoya un message frénétique. « Ligne en danger. Demande appui aérien immédiat. » Aucune réponse, seulement le grésillement du silence. Raginis, le visage ruisselant de sueur et de pluie, grimpa pour viser personnellement avec un fusil anti-char WZ-35.
son tir rata de peu un Halftrack, mais força les Allemands à se replier temporairement. Les pertes étaient effroyables. 40 morts ce jour-là, seuls. Les blessés entassés dans un abri improvisé où les plaintes se mêlaient au goutte-à-goutte incessant. Raginis, isolé un instant dans le bunker, murmura une prière à la Vierge de Częstochowa, ses lèvres remuant sans son. Dehors, la 3e armée de Guderian piétinait, frustrée par ce verrou polonais qui retardait son avance sur Varsovie. Les officiers allemands, dans leur tente de commandement, tempêtaient contre ce nid de frelons qui coûtait cher en hommes et en carburant. Pourtant, à Wisna, la résistance tenait, un fil ténu tendu par le sacrifice. Le soir approchait, le ciel virant au plomb, et un nouveau grondement de moteur annonçait que l'assaut n'était pas fini. Combien de temps encore avant que la ligne ne cède? Raginis le savait, chaque minute était un don empoisonné, et la nuit porterait peut-être le coup fatal. L'assaut relentless du 3e jour, le crépuscule du 8 septembre 1939, s'abattait sur Wisna comme un linceul lourd, teignant la Narew d'un éclat métallique et froid. Le capitaine Władysław Raginis, adossé au mur ébréché d'un bunker secondaire, sentait l'humidité s'infiltrer dans ses os, un froid insidieux qui rivalisait avec la brûlure des écorchures sur ses mains. La pluie avait cessé, laissant place à un brouillard épais qui rampait sur la berge, masquant à peine les lueurs des feux allemands de l'autre côté. Ces hommes, réduits à 400 âmes épuisées, erraient comme des ombres entre les cratères, ramassant des douilles vides et pansant des plaies avec ce qui restait de gaz. Le sergent Nowak, le visage couturé d'une nouvelle cicatrice au front, aiguisait une baïonnette de BZ 92 sur une pierre, ses yeux rivés sur l'horizon. « Capitaine, il prépare quelque chose de gros. J'entends les générateurs diesel tourner toute la nuit, et ces saletés de Nebelwerfer qui se repositionnent. » Raginis leva les yeux vers le ciel assombri, où des éclats de fusées éclairantes perçaient sporadiquement le voile gris. La première Panzerdivision, frustrée par 2 jours de résistance acharnée, regroupait ses forces sous les ordres impatients du général Heinz Guderian. Des camions Opel Blitz ronronnaient en file indienne, déchargeant des munitions pour les obusiers SFH-18 de 150 mm, tandis que les mécaniciens s'affairaient autour des Panzer IV, réparant les chenilles endommagées par les tirs polonais. Wisna, ce verrou insignifiant sur la route de Varsovie, coûtait déjà cher à la Blitzkrieg. Des dizaines de blindés neutralisés, une centaine de fantassins perdus. Mais Guderian, dans son PC avancé près de Tikosine, exigeait des résultats. Brisez-les avant l'aube. Et avait-il ordonné au colonel Brecht, son ton sec comme un coup de fouet. Dans le poste de commandement souterrain, éclairé par une unique lampe à acétylène qui crachotait, le lieutenant Kostek manipulait son radio portatif avec des gestes fébriles. Le grésillement statique était ponctué de messages fragmentés. QG, Białystok, inondation persistante, renfort retardé, tenez la ligne. Raginis, penché sur la carte, traça une nouvelle ligne défensive avec un bout de crayon mâchonné. Ses canons anti-chars, BZ-36, dont il ne restait que 3 opérationnels, étaient repositionnés pour couvrir les gués les plus vulnérables. Augmenter les patrouilles de nuit, placer des sentinelles avec des fusils granatniks, BZ-36 pour les grenades anti-chars, et que les sections de mitrailleuses Vickers couvrent les approches fluviales. Sa voix, rauque d'avoir trop crié, portait encore l'autorité d'un leader qui refusait la défaite, même si son esprit bouillonnait de doute. Imaginez-vous tapi dans cette tranchée effondrée, le sol gorgé d'eau suintant à travers vos bottes, tandis que le premier murmure d'un moteur diesel déchire le silence. Vers minuit, l'assaut nocturne se déchaîna sans fanfare, une vague sournoise qui commença par des sondes d'infanterie. Des patrouilles allemandes, des Jäger légers armés de MP-38 et de fusils carabineurs 88K traversèrent la Narew sur des radeaux camouflés, leurs silhouettes fantomatiques émergeant du brouillard comme des spectres. Les sentinelles polonaises, embusquées dans les roseaux, ouvrirent le feu.
Une rafale de Mauser VZ-35 faucha les premiers intrus, leur corps s'affaissant dans un plouf étouffé. Mais d'autres suivirent, soutenus par des Half-Track SDD-KFZ. 251 qui longeaient la berge, leurs phares occultés projetant des faisceaux pâles. « À couvert! Infanterie en approche !» hurla Nowak depuis son nid de mitrailleuse. Sa Vickers polonaise crachant une bordée qui illumina la nuit d'éclats oranges. Les balles traçantes zébrèrent l'air, ricochant sur l'eau et forçant les Allemands à se terrer. Un groupe de pionniers, SAP chargé d'explosifs, tenta de saboter un bunker latéral. Une grenade VZ-33, lancée par un Polonais, fit exploser leur charge prématurément, envoyant une gerbe de flammes et de cris dans le ciel. Radzinis, alerté par le téléphone de campagne, rampa jusqu'à la surface, son pistolet vis VZ-35 serré dans la main moite. À travers la brume, il vit les renforts allemands. 2 Panzer III, leurs moteurs grondant comme des bêtes affamées, avançaient sur un ponton renforcé, escortés par une section de motocyclistes BMW R12 armés de MG-34. Le combat s'embrasa en un instant. Les canons Bofors 40 mm des Polonais tonnèrent, leurs obus perforants frappant le premier char en pleine chenille. Il s'immobilisa dans un grincement strident, sa tourelle pivotant follement pour riposter. Un obus KWK-37 de 37 mm frappa le talus près de Radzinis, projetant une pluie de terre et d'éclats qui lacérèrent l'air. « Reculez, artillerie incoming !» cria-t-il, tandis que les Nebelwerfer allemands, ces lance-roquettes multiples surnommées orgues de Staline, déversaient un barrage infernal. Les roquettes de 150 mm sifflèrent comme des essaims d'abeilles enragées, explosant en un mur de feu qui engloutit une tranchée entière. 10 hommes disparurent dans le chaos, leurs hurlements noyés par le rugissement des flammes. Les survivants, couverts de suie et de sang, rampèrent pour éteindre les incendies avec des seaux d'eau de la Narev. Au cœur de la mêlée, les décisions sous pression dictaient le destin. Un servant de canon anti-char, un gamin de Lituanie nommé Marek, visa trop haut sous la panique. Son BZ-36 rata un half-track qui vomit une escouade de fantassins en feldgros. Ces derniers chargèrent avec des baïonnettes S-84-88, engageant le corps à corps près d'un gué. Nowak, abandonnant sa Vickers endommagée, dégaina son sabre et trancha la gorge du premier assaillant, le sang chaud éclaboussant son uniforme. « Pour la Pologne, les gars, pas un pas en arrière !» Ces hommes, armés de baïonnettes et de crosses de fusil, repoussèrent l'attaque dans un tourbillon de coups et de grognements, mais pas sans coup. 3 Polonais gisaient inertes, leurs poitrines perforées. Kostek, depuis le PC, envoyait des messages désespérés. Assaut repoussé, perte 20, munitions basses, besoin urgent de ravitaillement. La réponse du QG fut un silence assourdissant, seulement brisé par le tic-tac du morse. Radzinis, ignorant la douleur d'une égratignure au bras, ordonna une contre-mesure. Une escouade de sabotage, guidée par le lieutenant Stéphane, boitant encore de sa blessure, posa des mines Teller M24 sur les approches du pont. Vous les sentez, ces cœurs battant dans l'obscurité, le cliquetis des détonateurs armés, tandis que les chenilles allemandes s'approchent. L'explosion d'une mine immobilisa un second Panzer, sa carcasse fumante bloquant le passage et forçant Brecht à réévaluer son plan. L'aube du 9 septembre se leva sur un paysage de désolation, le soleil filtrant à travers la fumée comme un œil indifférent. Les Allemands, tenaces, lancèrent un bombardement aérien. Des Heinkel E-111 survolèrent la ligne, larguant des bombes SC-250 qui secouèrent les bunkers comme des jouets. Un fortin central s'effondra partiellement, ensevelissant 5 servants sous les décombres. Les rescapés creusèrent frénétiquement avec des pelles et des mains nues, extrayant des corps brisés. Les infirmiers, épuisés, administraient les dernières doses de morphine, leurs voix murmurant des prières en polonais mêlées aux gémissements. Radzinis, comptant les siens, réalisa que la compagnie n'était plus qu'une ombre d'elle-même. 60 morts en tout. Les blessés entassés dans un abri improvisé où l'odeur de gangrène montait déjà.
Pourtant, la ligne tenait, un miracle de volonté humaine face à la machine de guerre nazie. Guderian, dans ses mémoires futures, maudirait ce thermidor polonais qui avait ralenti son avance de précieuses heures. Mais à Wisna, alors que le brouillard se dissipait révélant une nouvelle vague de half-tracks et de chars, Raginis murmura à Nowak « Encore un jour, pour Varsovie ». Le sergent hocha la tête, rechargeant sa dernière bande de munitions, ignorant que l'enfer du troisième jour n'était qu'un prélude à un sacrifice encore plus grand. Les moteurs allemands grondaient plus fort, et le destin, impitoyable, tendait ses filets. Le sacrifice inévitable du quatrième jour. L'aube du 9 septembre 1939 enveloppait Wisna d'un voile de brume épaisse, un suaire gris qui étouffait les sons et masquait les horreurs de la nuit précédente. Le capitaine Władysław Raginis, le corps rompu par l'insomnie et les chocs des explosions, se tenait au bord d'une tranchée effondrée, ses bottes enfoncées dans une boue visqueuse qui suintait comme du sang. L'air portait l'odeur métallique du sang mêlé à celle de la poudre brûlée et de la chair calcinée, un relent qui collait à la gorge comme une malédiction. Ces hommes, à peine 350 maintenant, erraient comme des spectres, des fantômes en uniforme kaki déchiré, rechargeant des Mauser WZ-35 au canon noirci, leurs yeux creux reflétant un mélange de résignation et de défi farouche. Le sergent Nowak, une balle logée près de l'épaule et bandée à la hâte, crachait un juron en polonais tout en vérifiant les dernières bandes pour sa mitrailleuse Vickers. « Capitaine, les Boches ne lâchent rien. Leurs éclaireurs ont été vus au sud, avec des bulldozers pour dégager les débris du pont. Guderian veut notre peau avant midi. » Raginis essuya la sueur de son front, sentant le poids de son képi incliné comme une couronne de plomb. De l'autre côté de la Narew, la première Panzer-Division grouillait d'activité. Des camions Opel Blitz tractaient des obusiers SFH 18 de 150 mm en position, leurs servants en Feldgrau ajustant les alidades avec une précision mécanique. Les Panzer IV OS-Felon, leurs tourelles pivotant avec un grincement sourd, formaient une ligne d'assaut, renforcée par des half-track SD-KFZ. 251 armés de canons, PAC 36 de 37 mm. Le général Heinz Guderian, depuis son quartier général avancé, avait ordonné un assaut total. Anéantissez ce verrou polonais. Varsovie nous attend. Les officiers allemands, casques Stahlhelm luisants de rosée, motivaient leurs troupes avec des promesses de victoire rapide, ignorant les murmures de frustration parmi les vétérans qui avaient perdu des camarades à ce pont maudit. Dans le bunker principal de l'ouvrage 112, une forteresse de béton armé craquelée par les impacts, le lieutenant Kostek manipulait son radio portatif avec des doigts engourdis par le froid. Le tic-tac du morse résonnait comme un pouls affaibli. QG. Situation critique. Renforts impossibles avant demain. Combattez jusqu'au bout. Ragini, penché sur une carte tachée de boue, traça des flèches défensives avec un crayon usé. Il ne restait que 2 canons anti-chars, Bleuette 36 opérationnels et une poignée de mitrailleuses, Maxim Bleuette 08, leur mécanisme grippé par l'humidité. Renforcer les guets avec des barbelés et des mines Bleuette 34. Que les sections de flanc utilisent les dernières grenades BBZ 33 pour les pionniers. Et prier pour un miracle. Sa voix, éraillée, trahissait l'homme qui savait que Wisna n'était plus une bataille, mais un holocauste personnel. Imaginez-vous là, le dos contre le béton froid et fissuré, le cœur martelant vos côtes, tandis que le premier sifflement d'un obus déchire l'air matinal. L'assaut commença par un déluge d'artillerie, un roulement de tonnerre qui fit trembler la terre comme un géant en colère. Des salves de 105 mm des batteries divisionnaires allemandes s'abattirent en précision mortelle, pulvérisant un bunker latéral et envoyant des éclats de béton fendre l'air comme des shrapnels. Un servant, un ouvrier de Varsovie nommé Karol, fut déchiqueté sur place, son corps projeté contre un talus dans un bruit mat. Les survivants hurlèrent « À terre, les Stukas arrivent !» Et en effet,
Les Junkers Ju-87 piquèrent du ciel. Leurs sirènes hurlantes semant une terreur viscérale, leurs bombes SC-500 creusant des cratères qui engloutirent 2 sections entières. L'eau de la Narey bouillonna, soulevant des jets de vapeur et de débris, tandis que les infirmiers rampaient sous le feu, leurs sacs de morphine vides depuis des heures. Les Allemands franchirent la rivière en force vers 10 heures, une marée inexorable de métal et d'hommes. Des pontons renforcés, assemblés par des pionniers avec des tabliers Bailey et des pieux enfoncés dans la boue, permirent à une compagnie de Panzer III d'avancer, leurs chenilles broyant les roseaux avec un craquement sinistre. Flanqués de motocyclistes BMW R75 aux mitrailleuses MG34, montés en sidecar, ils arrosaient les berges d'un feu nourri. Raginis, depuis la tourelle d'observation, ordonna « Feu sur les blindés! Vickers, concentrez-vous sur l'infanterie !» Les mitrailleuses polonaises entrèrent en fureur, leurs rafales rythmées fauchant les premiers fantassins qui sautaient des half-tracks, leur corps en felgro s'effondrant dans l'eau rougie. Un Panzer IV, son canon KGK-40 de 75 mm pointé comme une menace fatale, tira un obus perforant qui frappa un talus, projetant Nowak au sol avec une côte fêlée. « Maudit, il passe !» grogna-t-il, rampant pour recharger sa Vickers d'une main tremblante. Au milieu du tumulte, les choix sous pression scellaient des destins. Un jeune lieutenant, paniqué par l'approche d'un half-track, ordonna un tir de canon Bofors, 40 mm trop tôt. L'obus rata, mais alerta une escouade allemande qui chargea avec des MP-40, crachotant des balles de 9 mm. Le corps à corps s'engagea près d'un gué. Baïonnette Belezette 92 contre S84 98, un balai sanglant de coups et de cris. Vous sentez ce chaos, l'odeur de sueur et de peur, le choc des lames contre la chair. Un Polonais, Tomasz le sabotager, planta une grenade VZ-33 dans le chenillard d'un SD KFZ 251. L'explosion illumina la berge, envoyant des flammes lécher le ciel et forçant le véhicule à déraper dans la rivière. Mais les Allemands ripostèrent avec des Nebelwerfer, ces orgues hurlantes déversant des roquettes de 150 mm qui transformèrent une tranchée en brasier. 7 hommes périrent, leurs hurlements noyés dans le rugissement des flammes, tandis que les rescapés éteignaient les incendies avec des casques remplis d'eau boueuse. Kostek, le souffle court dans le PC souterrain, tapa un message final. Perte critique. Ligne plie au centre. Demande permission de repli. La réponse fut un grésillement froid, négatif, tenait pour la Pologne. Raginis, ignorant la douleur d'une balle et raflant son casque, grimpa pour diriger le feu personnellement. Avec un fusil anti-char BZ-35, il visa un Panzer III approchant. Le projectile traversa la chenille, immobilisant le monstre dans un nuage de fumée noire. Ces hommes acclamèrent faiblement, mais la joie s'évanouit quand un second char riposta, son obus pulvérisant un groupe de servants près de Nowak. Le sergent, couvert de sang d'un camarade, murmura « Capitaine, on ne tiendra pas l'après-midi ». Les heures s'étirèrent en un supplice interminable. Vers 13 heures, un assaut massif balaya le flanc droit. 3 Panzer IV, soutenus par 2 compagnies d'infanterie motorisées, forcèrent un gué sous le couvert de fumée d'obusier. Les derniers WZ-36 tonnèrent, enflammant un char dont la tourelle sauta dans une explosion assourdissante, mais les autres progressèrent, leurs phares perçant la brume comme des yeux accusateurs. Les Polonais, à court de munitions, passèrent aux baïonnettes et aux pierres. Un désespoir primal face à la machine nazie. Les blessés s'empilaient dans l'abri de secours, où Yannick l'infirmier, les mains rougies par le sang, injectait les dernières doses de calmant, murmurant des Ave Maria entre 2 gémissements. Raginis compta 80 morts au total. La compagnie saignait à blanc. Pourtant, contre toute attente, la ligne tint encore, retardant Guderian de précieuses heures qui pourraient sauver des vies à Varsovie. Les Allemands, exaspérés, tempêtaient dans leurs radios. « Ce nid de résistance doit tomber !»
Mais à Wisna, alors que le soleil déclinait en un crépuscule sanglant, un nouveau silence pesant s'installa, brisé seulement par le cliquetis lointain de chenilles. Rajinis, adossé à un mur effondré, sentit que le sacrifice atteignait son zénith. La nuit approchait, porteuse d'un assaut final, et avec elle, peut-être, la fin inéluctable de leur épopée. La nuit du 9 septembre 1939 s'étirait sur Wisna comme une éternité de ténèbres. Un voile impénétrable, où seuls les murmures du vent à travers les roseaux et les gémissements étouffés des blessés brisaient le silence oppressant. Le capitaine Władysław Raginis, assis sur une caisse éventrée dans le bunker principal de l'ouvrage 112, sentait son corps capituler avant même son esprit. Ses mains, écorchées et tremblantes, serraient un chargeur vide de son pistolet Visveseder 35, tandis que l'odeur de la boue saturée de sang et de poudre imprégnait l'air confiné. Autour de lui, les derniers survivants, à peine 250 âmes brisées, des ombres aux yeux fiévreux, se blottissaient contre les murs de béton fissurés, mâchant les derniers morceaux de pain durci et de viande salée. Le sergent Nowak, pâle comme un linceul, avec sa blessure à l'épaule qui suppurait, rechargeait une Vickers polonaise grippée par la rouille et l'humidité. « Capitaine, ils attendent l'aube pour frapper fort. J'entends leurs chiens qui reniflent encore, et ces générateurs qui bourdonnent comme des essaims d'abeilles. » Raginis leva les yeux vers la lampe à acétylène qui vacillait, projetant des ombres elongated sur les cartes déchirées où Wisna n'était plus qu'un point entouré de croix sanglantes. La première Panzer-division allemande, sous la poigne de fer du général Heinz Guderian, avait perdu patience. Des centaines de morts, des blindés abandonnés comme des carcasses rouillées sur la rive opposée. Dans leur camp, près de Tikosine, les officiers tempêtaient au téléphone de campagne, exigeant un assaut décisif. « Fini les jeux, prenez le pont avant l'aube », avait ordonné Guderian, sa voix rauque résonnant dans les écouteurs. Les Polonais, avec leurs derniers canons anti-chars VZ-36 à court de projectiles perforants et leurs mitrailleuses Maxim VZ-08 aux canons surchauffés, n'avaient plus que la volonté pour arme. Kostek, le radio-opérateur, pianotait un dernier message sur son appareil backlight. Fin des munitions, ligne au bord du gouffre, pour la Pologne. La réponse du quartier général de Białystok fut un silence absolu, un vide qui en disait plus long que n'importe quel ordre. Imaginez-vous là, dans cette nuit sans fin, le froid s'infiltrant dans vos os comme un poison lent, tandis que le premier grondement distant d'un moteur diesel fait vibrer le sol. Vers 3 heures du matin, l'assaut final se déchaîna, une tempête méthodique née de la frustration allemande. Des fusées éclairantes illuminèrent la Narew d'un éclat spectral, révélant des pontons massifs assemblés par des pionniers épuisés, des tabliers renforcés de poutres d'acier et de planches boulonnées, poussés par des half-track SD KFZ 251, dont les phares occultés perçaient le brouillard comme des lames. Une vague d'infanterie en feldgros, armée de MP-40 et de grenades à manche, traversa l'eau en file indienne, soutenue par 4 Panzerk OSF. B, leurs chenilles d'acier broyant les berges avec un rugissement infernal. Les mitrailleuses MG-34, montées sur des sidecars BMWR 75, arrosaient les positions polonaises d'un feu nourri, traçant des lignes de balles incandescentes dans l'obscurité. « Feu! Tout ce qui reste !» hurla Raginis, surgissant du bunker avec une détermination farouche, son képi de travers et son uniforme taché de boue séchée. Les dernières Vickers crachèrent leurs rafales sporadiques, fauchant une dizaine d'assaillants qui s'effondrèrent dans l'eau rougie, leurs cris en allemand « Hilfe, der Feind !» se mêlant aux éclaboussures. Un Panzer IV avança en tête, son canon KWK-40 de 75 mm pivotant avec un cliquetis métallique, un tir désespéré d'un WZ. 36 restant frappa la tourelle, l'enflammant dans une explosion orange qui illumina la nuit comme un soleil maudit.
Les servants polonais acclamèrent faiblement, mais les Nebelwerfer allemands ripostèrent. Un barrage de roquettes de 150 mm s'abattit en un mur de feu hurlant, pulvérisant un bunker latéral et ensevelissant une escouade entière sous des tonnes de débris fumants. Les hurlements des piégés « Au secours, sortez-nous !» déchirèrent l'air, tandis que les rescapés creusaient frénétiquement avec des pelles rouillées, leurs ongles arrachés saignant dans la terre. Le chaos s'intensifia au lever du jour, le 10 septembre, quand le soleil perça timidement à travers les nuages bas, baignant la berge d'une lumière crue et impitoyable. Les Allemands, galvanisés par l'aube, lancèrent une charge blindée massive. 6 Panzer III et IV, flanqués de 2 compagnies d'infanterie motorisées sur des camions Opel Blitz, forcèrent le gué principal. Les pionniers, indifférents aux balles qui sifflaient, enfoncèrent des pieux dans la boue pour stabiliser le pont improvisé. Raginis, posté à une mitrailleuse Maxim, arrosa les premiers traversiers, ses balles couchent 5 fantassins qui basculèrent dans la Narew, leurs casques Stahlhelm flottant comme des corbeaux noyés. Mais un obus de 75 cm frappa près de lui, projetant Nowak au sol. Le sergent, le torse déchiqueté par des éclats, gargouilla un dernier juron. « Capitaine, tenez, pour nous !» Avant de s'immobiliser, les yeux vitreux fixés sur le ciel. Les erreurs humaines, ces ombres fatales sous la pression, scellaient tout. Un servant paniqué, un adolescent de 18 ans nommé Janek, l'infirmier reconverti, tira une grenade Bullet 33 trop près. L'explosion prématurée tua 2 de ses camarades et alerta une section allemande qui chargea le flanc droit. Le corps à corps s'engagea, un carnage primal. Baïonnette WZ 92 contre S80K 98. Poings et crosses de fusil dans un tourbillon de sang et de boue. Vous sentez cette fureur, l'odeur âcre de la sueur et de la mort, le choc sourd des chairs lacérées. Les Polonais, à court de tout, repoussèrent l'attaque dans un sursaut d'héroïsme, mais le prix fut terrible. 20 morts de plus, leurs corps entassés comme du bois flotté sur la rive. Kostek, le dernier à transmettre, envoya un signal final. Wisna tombe, sacrifice accompli. Puis, une balle traversa son poste, le réduisant au silence. Raginis, voyant la ligne plier irrémédiablement, ordonna le repli aux survivants, une poignée de 40 hommes épuisés qui rampèrent vers l'arrière sous un déluge de feu. Les Allemands franchirent enfin le pont vers midi, leurs chars roulant sur les décombres des bunkers, Guderian lui-même observant de loin avec un mélange de respect et de rage. La première Panzer Division, retardée de 72 heures par ses 700 Polonais, mais le titre de l'histoire, dans sa simplicité, condenserait cela en 18 heures critiques, puis enfin avancer vers Varsovie, mais à un coup sanglant qui hanta leur rapport. Raginis, seul dans le bunker effondré, chargea son pistolet d'une dernière balle. « Pas de captivité », murmura-t-il, pensant à sa femme. « À la Pologne, en flammes. » Le coup de feu retentit, un point final à son sacrifice. Ces hommes, capturés ou tués, devinrent des légendes chuchotées, l'unité sacrifiée qui avait bloqué une armée entière, sauvant peut-être des milliers de vies par ce délai acharné. Des années plus tard, Guderian écrirait dans ses mémoires de Wisna comme d'un thermidor inattendu, un verrou brisé, mais jamais oublié. Et sur les rives de la Narew, le vent emportait encore les échos de leur résistance, un témoignage muet de choix sous la pression, de peur vaincue par l'honneur dans le creuset impitoyable de la guerre.